apparaît comme vraiment, pour le coup, passéiste, ultra-conservatrice et ultra-religieuse. Il est en général aussi très peu rappelé, quand on communique sur ces questions-là, le nombre de personnes effectivement concernées, par exemple sur les bébés médicaments, combien de personnes cela concerne, combien, enfin les échecs, les réussites. De même sur l'aide médicale à la procréation, assez rarement, on parle des difficultés pour les couples qui suivent tous ces processus, mais assez rarement, on nous présente une sorte de bilan des réussites, des échecs, etc. Et moi, ça me frappe par rapport à la précision qu'il peut y avoir, en revanche, sur des dossiers comme les OGM, dans les mêmes médias. Je veux dire, on a l'impression que quand il s'agit du vivant humain, je dirais, il n'y a pas tout à fait la même exigence de notre part, nous journalistes. Et que le principe de précaution qui est assez volontiers mis en avant par les médias, qu'il s'agisse de téléphones mobiles, enfin d'antennes, etc., à la limite, celui-là, il passe souvent avancé sur des sujets aussi graves que la recherche sur l'embryon, etc. Donc c'était un peu la présentation de ce qu'on peut voir dans l'opinion publique, ce qui me semble ressortir. Et il y a un moyen de le vérifier, c'est par les sondages. Donc bon, je ne reviendrai pas sur le fait que quelquefois les questions posées peuvent induire les réponses. On l'a vu X fois sur la question de l'euthanasie, mais bon, on peut dire quand même globalement que sur toutes les évolutions, en tout cas en débat sur cette nouvelle version des lois de bioéthique, il y a apparemment une approbation par une majorité de Français. Il y a l'agence de biomédecine qui a fait une enquête il y a quelque temps, et on s'aperçoit que, à part sur les mères porteuses, où il y a à peu près égalité entre ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre, encore qu'il y a un nouveau sondage qui est sorti là tout récemment et qui disait que 61% des Français étaient favorables à ce que ce soit autorisé en France, y compris au profit de couples homosexuels, même si les gens, et c'est assez fréquent dans ce type de sondage, disent qu'eux-mêmes n'y auraient pas recours pour eux-mêmes. Mais ils pensent que c'est bien que d'autres puissent avoir accès à ces techniques. Donc, et pour revenir à la question des mères porteuses, l'opposition principale, enfin la motivation de l'opposition de ceux qui sont contre, c'est essentiellement l'idée de la marchandisation du corps de la femme. Ce n'est pas les questions de filiation, etc. Voilà. 78% des Français se disent favorables à l'utilisation des techniques médicales d'aide à la procréation, toujours cette enquête de l'agence de biomédecine, mais pas pour des femmes au-delà de 50 ans. Une courte majorité souhaite que ces techniques soient réservées aux couples hétérosexuels. Ils sont plutôt en revanche opposés à la levée de l'anonymat sur les donneurs de sperme ou d'ovocytes. Et c'est du déclaratif, une majorité serait prête à faire un don de sperme ou d'ovocytes. Il faut savoir qu'il y a 248 donneurs de sperme sur une année pour à peu près 3000 couples demandeurs. 80% mettent des espoirs dans les recherches sur l'embryon et la génétique. Et les 2/3 recommandent de donner à la recherche les embryons congelés, inutilisés, les fameux embryons surnuméraires qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Alors il n'y a qu'une notion qui est rejetée globalement, c'est le clonage, qui était présenté dans l'enquête soit comme un moyen, c'était même présenté comme moyen de reproduction ou comme moyen d'obtenir des cellules pour soigner, c'était exprimé comme ça, mais c'est rejeté au motif que, entre guillemets, ça va trop loin. Voilà. C'est la borne symbolique qu'il ne faudrait pas franchir. Quand on analyse les résultats de ces différentes enquêtes, il apparaît que les moins de 35 ans sont les plus favorables aux évolutions, donc éventuellement en discussion, et les femmes. En revanche, les plus opposées, ce sont les personnes, voire carrément hostiles, ce sont les personnes plus âgées. Et
les catholiques pratiquants. On voit aussi un clivage important entre les diplômés, les classes, disons, supérieures, socialement supérieures, et les autres, les plus diplômés étant plus favorables aux évolutions familiales et donc aux techniques qui permettent de conforter ces évolutions familiales. Les gens plus modestes se sont plutôt en l'opposition. Mais cette distinction catholique pratiquant, elle est intéressante parce qu'en revanche, il y avait eu un sondage pour le magazine Pèlerin en 2007 à propos du dépistage avant la naissance. La question posée était: trouvez-vous acceptable ou pas acceptable de pouvoir choisir chez votre enfant l'absence de prédisposition à certaines maladies? 61% des Français répondaient que c'était acceptable et 51% des catholiques pratiquants. Voilà. Bon, il faut toujours relativiser les sondages, pas en tenir compte aux chiffres près, etc., mais ça donne des indications générales. Donc, en commentaire de je relève ça parce que c'était assez amusant comme vocabulaire aussi, de cette enquête pour l'Agence de biomédecine, un analyste jugeait qu'elle laisse apparaître une opinion publique en construction. Moi, j'ai l'impression qu'elle est déjà pas mal construite. Et elle était partagée, cette opinion publique, selon les termes employés, entre les esprits ouverts, 23%, je suppose que je vois assez bien lesquels. Ils appelaient les parents à tout prix, 20%, les cartésiens, qui croient en la science, 24%, les conservateurs, 15%, voilà, les fatalistes, 11%, et les favorables inquiets, 7%. Donc effectivement, je pense que l'opinion publique, en tout cas telle qu'elle est là, elle est déjà construite. Mais d'ailleurs, et pour reprendre ce cas précis de la détection des handicaps avant la naissance, et là ce ne sont plus des sondages d'opinion mais des réalités, c'est que 95% des pathologies graves détectées par diagnostic prénatal se concluent par une interruption médicale de grossesse. Et bien, vous êtes tous mieux placés que moi pour savoir que des chirurgiens disent aujourd'hui qu'ils n'opèrent quasiment plus de bec de lièvre, que ne naissent quasiment plus d'enfants de petite taille, etc. Et je vous rappelle ce fait récent d'un couple qui a porté plainte en justice donc pour des médecins qui avaient refusé une IMG parce que leur enfant avait un avant-bras manquant. Voilà. Troisième point de cette partie sur la société, je dirais les points en débat et ce que je peux, moi, repérer comme des freins, enfin, ou des automatismes de pensée qui empêchent peut-être une vision globale donc, de ce qu'induisent toutes ces évolutions, tout ce qui est rendu possible par les évolutions médicales aujourd'hui, est-ce que ça change notre société ? Bon, cette question, je crois que vous l'avez déjà beaucoup abordée, de la sélection, hein, qui risque en outre de s'élargir, parce que dans la discussion sur les lois d'aujourd'hui, il y a des questions sur une liste ou pas une liste de pathologies qu'il faudrait détecter, y compris des pathologies qui risquent de se déclencher plus tard, notamment des cancers génétiques, pardon, d'origine génétique. Et le dépistage général et de plus en plus précoce de la trisomie, par exemple, qui pourra faire en sorte qu'il n'y aura même pas besoin de passer par un IMG, mais peut-être l'IVG, simplement si j'ose dire. Bon, ça risque encore de banaliser la sélection, disons. Bon. Quand je dis ça, c'est pas un anathème jeté sur ni personne ni le monde médical, mais c'est plutôt pour se demander quel type de société on construit. On peut donc s'interroger sur la prétention, disons, à la normalité, mais qu'est-ce que c'est que la normalité, à l'enfant parfait, etc. Où commence le handicap acceptable? Mais ça invite aussi à poser la question de la place de la personne handicapée dans notre société, du regard qui est posé sur elle, si cet accueil, si le regard ne change pas,
Comment penser que des parents peuvent faire le choix de garder un enfant dont on leur annonce qu'il